Lorsque l'on pense à Dubaï, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le cadre idyllique que la ville propose. Tous les ans, la ville attire des millions de gens du monde entier qui veulent venir visiter la ville luxueuse du Golfe Persique. Mais ce que l'on ne mentionne jamais, c'est que le système pénitentiaire de la première ville des Émirats Arabes Unis ne fait pas de cadeaux. Il est très facile de se retrouver en prison, parfois pour plusieurs années, même pour des délits que l'on considère comme mineurs. Et ça, que tu viennes d'Europe, que tu viennes d'Afrique ou d'Asie, c'est la même chose. Et dans ce cas précis, je vais vous raconter l'histoire du DJ de Future qui s'est retrouvé en prison à Dubaï. Une histoire complètement folle. J'espère que vous allez apprécier. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai vu que les histoires que je vous raconte marchent très bien. Vous avez l'air de beaucoup aimer. En particulier, l'histoire de DMX que je vous ai raconté qui s'est passé en Angola. Donc, je me suis dit que de temps en temps, je pourrais vous raconter des histoires un petit peu folles comme ça, arrivées à des rappeurs ou à des gens qui viennent du monde du hip-hop. Et dans ce cas précis, c'est une histoire sur DJ Esco. Alors, petite chose qu'on doit ajouter. Tout d'abord, désolé pour les petits retards de commande. On en a eu plus que prévu, donc on est en train de tout gérer. Vous devriez recevoir tout cette semaine et en début de semaine prochaine. Et aussi, il y a eu un petit changement sur l'URL du site e-commerce de Iconic. Ce n'est plus iconic.market, c'est désormais iconic.shop. Donc ça, c'est un petit changement qui a eu lieu la semaine dernière. Donc si vous voulez aller sur le site, c'est désormais avec cette URL-là. Merci encore à vous pour toutes les commandes et n'oubliez pas, Major Black Friday, 50% sur l'ensemble de la boutique. Donc, reprenons notre histoire. Alors tout d'abord, qui est DJ Esco? Alors je vous ai déjà dit que c'est le DJ de Future, mais encore. Tu peux le voir d'ailleurs dans le clip de Future, Why You At. Il danse derrière avec Metro Boomin. J'adore d'ailleurs ce clip pour ça. Je trouve que les deux derrière qui dansent, ça donne une énergie au clip complètement différente. Il est aussi producteur, il mixe à Magic City, tu sais, le club légendaire de striptease qui se trouve à Atlanta. Alors tout commence alors qu'ils sont en tournée avec Future. Alors c'était une tournée mondiale, donc ils avaient fini les États-Unis. Et donc là, ils faisaient des dates un petit peu partout en Europe, en Asie. Et donc, c'était la fin de cette tournée. Donc, ils étaient très contents de ce qui s'était passé. En plus, Future a sorti entre-temps, pendant la tournée, la mixtape Monster. Et les fans de Future te le diront, c'est une mixtape qui a vraiment fait parler. Et à cette époque-là, je crois qu'on est en 2014, ça a été son comeback street. Donc la mixtape a vraiment cartonné. Il y a eu un super bon retour de la part du public de Future. Et donc DJ Esco et l'équipe de Future, plus globalement, avaient hâte de retourner aux États-Unis pour ressentir l'impact de la mixtape qui venait de sortir. Donc tout se passe très bien au départ. Mais avant de rentrer, ils décident de faire un petit détour à Amsterdam. D'ailleurs, comme toutes les stars du rap américain. Pourquoi Amsterdam? Je pense que tu le sais. La weed, les filles, etc. Donc forcément, ils devaient faire ce petit détour-là. Donc ils vont à Amsterdam pour profiter un petit peu des plaisirs de la ville. Et pendant qu'ils sont là-bas, ils reçoivent un coup de fil d'un promoteur qui aimerait que Future vienne performer au Grand Prix automobile de Abu Dhabi. Donc c'est le Grand Prix automobile de 2014. C'est une date qui serait en dehors de la tournée de Future. Donc c'est un cachet supplémentaire. Ils sont à Amsterdam. Dubaï, c'est à peu près à 6 heures. Ils se disent, allez, pourquoi pas? On vient de finir une tournée qui a cartonné. On peut faire un détour là-bas pour prendre un dernier bag, comme ils disent, un dernier sac de sous, tu vois. Donc tout le monde est content. Ils se disent, ok, on fait un détour là-bas. On fait notre date et ensuite on rentrera après. Et le problème avec les Américains, c'est que ils sont pas très ouverts sur le monde. Alors quand je dis qu'ils sont pas très ouverts sur le monde, c'est que à part le territoire américain, ils savent pas du tout comment ça se passe ailleurs. Ils ont aussi un petit peu de mal avec la culture. Je veux pas généraliser, mais c'est un petit peu l'expérience que moi j'ai eue personnellement et je le vois même dans le monde du hip-hop. Les Américains ont un petit peu de mal à s'ouvrir au monde et c'est exactement ce qui va faire défaut à DJ Esco et à l'équipe globalement de Future qui ne va pas prendre le temps de savoir exactement où se trouve Dubaï, quelle est la culture là-bas, les législations, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Ils vont juste décider d'y aller parce qu'il y a de l'argent à se faire. Ok? Et donc la première erreur va être là, le fait de ne pas se renseigner. Et donc ils prennent l'avion et atterrissent à Dubaï. Ok? Donc Dubaï, Abu Dhabi, c'est pas très loin, c'est 1h30. Lorsqu'il raconte l'histoire, des fois il dit qu'il a atterri à Dubaï, des fois à Abu Dhabi, mais peu importe. Disons qu'il atterrit à Dubaï. Et le rôle de DJ Esco dans toute cette équipe, c'est d'être roadies. Un roadies, en fait, c'est la personne qui va accompagner un groupe d'artistes et qui va gérer toute la partie logistique. Donc c'est lui qui récupère les affaires,
qui fait le checking, qui rassemble tout, qui fait en sorte que tout se passe bien. Quand je dis les affaires, c'est les vêtements, mais ça peut être aussi les instruments de musique, etc. Donc DJ Esco a en plus de ça ce rôle-là. Donc ça, c'est très important dans l'histoire aussi. Lorsqu'il arrive à Dubaï et qu'il récupère toutes les affaires, l'équipe globalement de Future sort de l'aéroport pour attendre DJ Esco pendant que lui récupère donc toutes les affaires. Il y a au total à peu près 30 ou 40 bagages, donc c'est beaucoup d'affaires. Et la seule personne qui l'accompagne, c'est son manager qui filme en fait le parcours de DJ Esco. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'aéroport de Dubaï, c'est interdit de filmer. Tu n'as pas le droit de filmer ni de prendre de photos. Donc tu as un policier qui l'interpelle, qui vient le voir et qui lui dit « C'est interdit de filmer et de prendre des photos. Vous devez supprimer tout ce que vous avez enregistré dans votre appareil. » Donc DJ Esco et son manager sont contrariés, mais il décide de supprimer et d'écouter les ordres du policier. Et donc il fait ce qu'on lui dit et se remet en route. Et pendant qu'il est en train de marcher avec tous les bagages, tu as le même policier qui l'observait au loin et qui décide de courir pour le rattraper. Et il lui demande qui il est. Et donc DJ Esco lui explique qu'il est un DJ reconnu aux États-Unis, gonfle un petit peu la situation, mais il essaye de se faire comprendre qu'il est artiste et qu'il est venu ici pour performer. Donc DJ américain, donc le style, etc. Le gars normalement devait comprendre ce qui se passe. Et donc le gars décide de le contrôler, passeport, etc. Et aussi il décide de faire quelque chose d'assez fou. Il décide d'inspecter chaque bagage que DJ Esco avait avec lui. Et lorsque le policier lui demande à qui est tous ces bagages, il explique que c'est à lui. En fait, ce qu'il a fait à ce moment-là, DJ Esco, c'est d'éviter de mettre les autres dans cette histoire. Et donc le gars trouve ça très suspect qu'une seule personne se retrouve avec autant de bagages et décide donc de checker chacun des bagages. DJ Esco au début se dit mais attends, il y a quand même beaucoup de bagages, il va pas quand même passer en revue absolument tout. Eh ben si, c'est exactement ce que le gars a fait. Il a pris tout son temps. Donc le gars regarde chacun des bagages, tu as même un collègue du policier qui est venu pour dire mais qu'est-ce que tu fais encore là? T'es encore en train de regarder les affaires de ce gars-là? Laisse-le partir. Non, le gars était obstiné par ses bagages, il a absolument tout regardé. À un moment donné, il est même tombé sur des particules de weed traînées ici et là. Il s'est dit tiens, c'est marron, c'est vert, qu'est-ce que c'est, etc. Bon, il continue à regarder et il arrive vers le 38e bagage. Tu vois, il a regardé quasiment tout, il en reste peut-être 2. Et il ouvre un sac et là, il tombe sur un sachet avec de la weed dedans. 15 grammes plus exactement. Alors, petite parenthèse, je sais que je dis bizarrement weed, donc vous allez m'entendre dire weed, je sais pas trop comment, j'arrive pas à le dire, voilà. Donc vous prenez pas la tête avec ça, écoutez mon histoire, ok? Bon, DJ Esco en voyant ça était choqué parce que déjà, comment ça se fait que t'emportes avec toi de la weed qui vient d'Amsterdam, ok? Tu fumes tout là-bas et t'as pas à la ramener ici. En plus de ça, on l'avait pas prévenu, donc il savait pas sur quoi le type pouvait tomber, tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où les flics sont tombés sur ce sac de weed, c'était terminé. Ils ont pété un câble, ils sont devenus fous. Ce que DJ Esco explique, c'est que c'était comme s'ils étaient tombés sur une bombe et qu'il restait plus que 10 secondes avant que ça explose. Donc les mecs étaient vraiment dans un état chelou. Et là, il se dit, bon, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est qu'il me renvoie aux États-Unis. Et il se disait, bon, bah, de toute façon, on est à la fin de la tournée, on était censé faire un détour ici parce que c'était pas très loin d'Amsterdam, mais s'ils tiennent vraiment à me renvoyer dans mon pays, qu'ils me renvoient et de toute façon, voilà, j'en ai marre de voyager. Mais les policiers, eux, voient les choses complètement différemment. Ils se disent, tiens, ce type vient avec de la drogue ici, c'est qu'il va la revendre. Et lui, de son côté, dit, non, je connais personne à Dubaï, je suis jamais venu ici, je suis venu pour de la musique et je vais rentrer, donc je vais rien revendre, je connais personne et je m'en fous. Sauf que DJ Esco ne connaît vraiment pas Dubaï, ok? Là-bas, il y a zéro tolérance pour la drogue. Que ce soit de la weed, que ce soit de l'héroïne, de la coke, c'est de la drogue pour eux. Tu es quelqu'un de mauvais. Donc, tu vas pas t'en sortir comme ça, ok? Et tu vas écouter ce qu'on te dit. Ils ont donc décidé de l'emmener au poste de police. À partir de là, il n'y avait plus de documents en anglais. Là, c'est full arabe. Il est complètement perdu. Il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? D'ailleurs, même l'équipe de Future se demandait, mais où est-ce qu'il est passé? Ils ont fini par comprendre qu'il avait été attrapé par les policiers. Donc eux ont dû quand même honorer le concert qu'ils devaient réaliser et lui était quelque part avec des policiers. Et donc tout était en arabe, plus d'anglais et surtout ce qu'il comprend c'est que les droits de l'homme, les droits globalement, c'est pas du tout la tasse de thé du pays. Et donc lors de la garde à vue, les policiers vont lui poser une question
qui aurait pu faire toute la différence. Et si DJ Esco avait répondu à cette question, toute cette histoire n'aurait pas eu lieu. Alors je t'explique, DJ Esco avait une grosse notoriété en tant que DJ localement, donc à Magic City, mais globalement c'était pas quelqu'un qui se mettait devant la scène, ok? C'était Future qui était devant la scène et lui, il avait fait en sorte de rester dans l'ombre pour justement devenir un DJ, pour avoir une vraie reconnaissance dans son milieu, faire de l'argent aussi, tu vois, mais pas être la star. Et c'est justement ça qui va lui poser problème ici. C'est que son humilité et sa discrétion vont jouer en sa défaveur. They were like, yo, if you can show us that you have your video, like that you're a big deal in America, like show us yourself on TV, we'll let you go right now. So they wanted to see me on TV, and since I couldn't pull it, they were like, yeah, take him, and they took me to jail. Et à partir de là, ça a été la descente aux enfers pour DJ Esco. Ils lui ont dit, prends quelques vêtements parce que tu vas rester quelques jours ici. Le DJ d'Atlanta a pété un câble. Il s'est dit, mais vous êtes des oufs. On est en train de lui expliquer qu'il va rester en prison dans un pays qu'il ne connaît même pas. Alors, comment s'est passé son parcours carcéral à Dubaï? Tout d'abord, il a passé 2 jours dans une prison plus petite avec des Pakistanais qui étaient aussi emprisonnés, etc. D'ailleurs, personne se parlait dans cette prison, c'était assez bizarre. Et ensuite, il a été transféré dans la grande prison. Il explique que le premier jour où il a été incarcéré, c'est triste, hein, mais il s'est mis à pleurer. Parce qu'il se disait, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette histoire? Et après ça, il s'est repris en main et a essayé de s'en sortir. Et ce qu'il explique, c'est que le pire, c'était pas d'être en prison là-bas. Le pire, c'est qu'il ne savait pas combien de temps il allait passer là-bas. Parce que c'est ça aussi le problème. Et c'est la grande différence avec les États-Unis. C'est que par exemple, si tu es en garde à vue, on va te dire que tu restes en garde à vue pendant 48 heures, 72 heures. Ou alors si tu es en prison, tu connais le nombre de mois, d'années que tu vas passer là-bas. Sauf que lui, dans son cas précis, on ne lui a donné aucune info. Il ne sait pas du tout combien de temps il va rester dans cette prison. Et ça joue dans son mental. Parce que ouais, si tu sais par exemple que tu vas faire 1 mois, tu peux faire un compte à rebours dans ta tête, compter les jours et te dire ok, bon bah il me reste 28 jours, 10 jours, etc. Mais c'était pas son cas et c'est ça qui l'a rendu ouf. Et tout ça s'est passé juste avant Thanksgiving. Et donc on est dans la période de fin novembre. Et donc ce qu'il remarque en prison, c'est que les gens sont divisés en 2 grands groupes. D'un côté, tu as les Africains, avec les Somaliens, les Nigérians, les Camerounais, etc., etc. Et de l'autre côté, tu as le Moyen-Orient. Alors, lui, il explique que c'est les Arabes. C'est pas tous des Arabes. Mais bref, un autre groupe avec les gens du Koweït, Irak. Il y a aussi quelques Saoudiens. Même s'il explique que là-bas, ils ont beaucoup d'argent et des fois, ils sortaient très vite de prison. Mais il y a des Saoudiens, des Pakistanais, etc., etc. Donc, tu as 2 grands groupes. Et lorsque lui arrive dans la prison, eh ben, les gens le regardent très bizarrement. Ils sont choqués de voir un gars comme lui, parce que bah, déjà il est américain, c'était la première fois que ces gens-là voyaient un américain, et esthétiquement, ils avaient du mal à le classer. Tu vois, et c'est là où ça devient intéressant selon les pays, selon les cultures, etc. La perception que les gens vont avoir de toi peut changer. Et lui, dans son cas, eh ben, il est noir. Toute sa vie, on lui a dit qu'il était noir aux États-Unis. Mais lorsqu'il arrive là-bas, on le regarde, on dit, bah, il a le même teint un petit peu que les Arabes. Donc il se dit, tiens, bah, je peux aller avec le groupe d'Arabes parce que tu sais comment ça se passe dans les films et tout ça en prison. Tu dois choisir un groupe. Et donc il se dit, tiens, je peux aller avec les Arabes. Mais en même temps, il a le nez un petit peu large, tu vois, et des lèvres. Donc, il peut aussi aller avec les Africains. Et donc, ça a été ça, sa force quand même, c'est d'être américain. Donc, il est différent, c'est le seul. Et en plus de ça, esthétiquement parlant, il peut passer dans les 2 groupes. Et ça lui a permis de s'acclimater assez facilement avec l'ensemble des prisonniers. L'une des galères qu'il a eues, c'est la communication. Personne parle anglais ou très peu, donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile pour lui. Et l'un des prisonniers avec lequel il avait sympathisé lui dit « Mais pourquoi tu n'appelles pas l'ambassade des États-Unis, ils vont te sortir de là. » Tu vois, comme quoi il était complètement lost. Il savait même pas que l'ambassade des États-Unis pouvait peut-être l'aider. Et il savait d'ailleurs pas comment les contacter. Et d'ailleurs, il savait même pas comment appeler aux États-Unis. Tu sais, avec le numéro que tu dois mettre au début. Bref, le gars était complètement lost. Et donc finalement, il réussit à avoir le numéro de l'ambassade des États-Unis et il les contacte pour leur dire « Voilà, je suis un Américain, j'ai été mis en prison à Dubaï. J'aimerais pouvoir échanger avec vous, voir comment vous pouvez m'aider à me sortir
de là. Et donc là, tu as l'ambassade des États-Unis qui lui dit « Ok, on viendra ce jour-là ». Et tu as tous les autres co-détenus qui se disent « Mais lui, c'est un Américain. On n'a jamais vu d'Américain ici. C'est sûr qu'il va pas rester longtemps. Vous allez voir lorsque l'ambassade des États-Unis va venir ici, ils vont lui dire « Ok, vous me le sortez, il part. C'est certain qu'il va partir ». Il y en avait certains qui étaient ici depuis 4 ans, qui savaient même pas quand est-ce qu'ils allaient avoir une date pour leur jugement. Et vraiment, comme je l'ai expliqué, ils font pas de différence sur la gravité du crime, ok? C'était vraiment d'un côté les gens qui ont vendu de la drogue, de l'autre côté les voleurs, etc. Et donc finalement tu as l'ambassade américaine qui arrive dans la prison et DJ Sco, voilà, il est tout content, il leur dit voilà ce qui s'est passé, je suis en prison depuis tant de jours, et tu as l'ambassade qui lui dit ok, est-ce qu'ils t'ont torturé? Et DJ Sco répond non, ils m'ont pas torturé. Et le représentant de l'ambassade lui dit ok, bon bah on peut pas faire grand chose. Tu as été mis en prison ici parce que tu as ramené de la weed. C'est leur législation, on peut pas t'aider. Normalement, tu devrais rester en prison pour 8 semaines à peu près. Et le gars pète un câble, il se dit wow, c'est quoi ce délire? Vous êtes censé être l'ambassade des États-Unis. Je m'attendais à ce que vous me sortiez de là. Et les gars leur dit mais on peut rien faire. And I was like, and everybody in the jail was like, U.S. Embassy, come get you, U.S. Embassy, come get you, U.S. Embassy. So now they recruited me. Your country doesn't want you back. Well, come on down with us. Shit, they was trying to radicalize your ass. Et entre-temps, on lui donne un papier lui disant qu'il a une audience dans 1 semaine. Bien sûr, tout le papier est écrit en arabe, donc il comprend rien. Et donc, pendant son audition, il n'aura pas le droit de faire de longues phrases, en fait. Il a le droit que de dire un mot, oui ou non. Ils vont lui poser la question, est-ce que tu es venu à Dubaï avec de la weed sur toi? Et il doit répondre oui ou non. Il a intérêt à répondre oui, parce que s'il répond non, il va se retrouver dans une procédure qui va lui prendre encore plus de temps. Donc il comprend qu'il doit dire oui. Et donc il a répondu oui. Et ils lui ont donné un nouveau papier pour 14 jours supplémentaires. À partir de là, DJ Sco, il en pouvait plus, quoi. Il s'est dit, putain, mais ça y est, je vais rester ici, c'est terrible. Et puis bien sûr, aux États-Unis, que ce soit avocat, que ce soit Futur, enfin bref, tous ces gens-là pouvaient rien faire pour lui, tu vois. Déjà, ils voulaient pas mettre Futur dans cette histoire, mais même en général, aux États-Unis, personne pouvait lui sortir de là. Ça ne pouvait être que des gens de Dubaï. Et donc, vu qu'il allait rester longtemps là-bas, il fallait qu'il s'acclimate aux gens, à la culture. Et ce qu'il comprend très vite, c'est que la religion islamique a vraiment un très lourd impact sur l'ensemble de la prison. Déjà, la plupart des prisonniers sont musulmans, on est dans un pays musulman, donc il doit s'intéresser à cette culture. Il va tomber sur toutes sortes de profils et ça va être une expérience qui va changer sa vie, tout ça. Et donc, comme je te disais, il a été incarcéré fin novembre et en décembre, dans cette période-là, c'était le Ramadan. Et à Dubaï, pendant le Ramadan et d'ailleurs dans tous les pays musulmans, c'est les vacances. Donc tout ferme, donc impossible de rentrer en contact avec qui que ce soit dans cette période-là. Donc il avait compris que déjà, pendant tout le mois de décembre, ça allait être mort pour lui. Comme il est avec tous ses pratiquants, il commence à s'intéresser au Coran, il commence à parler un petit peu aux co-détenus qui commencent à lui parler un petit peu de la religion, etc. Il est tombé sur toutes sortes de profils. Il a parlé à des gens avec qui il n'aurait jamais parlé ou rencontré s'il n'avait pas été emprisonné là-bas. Par exemple, il dit avoir parlé avec un taliban qui était vu comme une légende parce qu'il a été attrapé par les États-Unis, en particulier la CIA qui l'a torturé pendant des jours parce qu'il a essayé de faire sauter quelque chose dans un champ de bataille au Moyen-Orient, hein, pas aux États-Unis. Il a été torturé pendant des jours, il n'a pas balancé, donc il est vu un petit peu comme une légende. Ce même type avait séquestré un lieutenant pendant 10 ans. Bref, des histoires de fous. Il a aussi parlé aux Africains qui étaient venus avec de la dope ici pour essayer de s'en sortir. Ils avaient tous des histoires complètement folles, aux antipodes de son existence à Atlanta. Hein. Lui, sa vie, c'était les street clubs Atlanta mixés, Futur, le son, l'entertainment. Lui, tout ça, il ne connaissait pas. Et là, il a découvert une autre réalité qui l'a totalement changé. Et au fur et à mesure, les gens voyaient qu'il faisait beaucoup d'efforts pour s'acclimater aux gens, comprendre leur culture, la religion, etc., etc. Et tu voyais que même les gardes, au départ, qui étaient très durs avec lui, commençaient un petit peu à se relaxer en voyant, tiens, l'Américain n'est pas si arrogant que ça, il a essayé de rentrer dans le moule, etc. Et dans le même temps, en fait, il avait commencé un petit peu à créer une espèce d'amitié avec le directeur de la prison. C'était le seul qui pouvait parler anglais, échanger vraiment avec DJ Sco, donc il a réussi quand même à créer une relation où il pouvait parler et il pouvait aussi lui expliquer sa situation. À la fin du Ramadan, il a eu la chance de pouvoir parler à un avocat donc de Dubaï qui lui explique, vu le crime que tu as commis, normalement tu devrais faire 2 ans. Et là il se dit, putain, je vais vraiment rester 2 ans dans cette prison pour un sac
de hashish. Le mec se dit mais c'est pas possible. Et donc il ressort de son rendez-vous avec l'avocat totalement dépité. Et en le voyant comme ça, le directeur vient le voir en lui disant « Ok, qu'est-ce que ton avocat a dit ?» Il dit « Voilà, mon avocat me dit que je vais faire 2 ans ici. » Et donc ce dernier lui dit « Bon, tu sais quoi? C'est pas dans mon rôle, c'est pas mon job, mais j'ai un ami qui va aller parler au procureur. Il va aller parler au procureur de ton cas, de ta situation. Je ne te promets rien, mais je vais essayer de faire quelque chose. » Et donc tu as DJ Esco qui passe un coup de fil à sa mère en lui expliquant, voilà, il parle de me garder ici pendant 2 ans, mais il dit, voilà, il y a le directeur qui a dit qu'il irait parler au procureur, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et pendant qu'il était au téléphone, tu as les co-détenus qui l'appellent America, America, parce que c'était son nom là-bas, America. Viens devant la prison, il y a le directeur qui veut te voir. Il raccroche, il va devant la prison, et tu as le directeur qui dit, ok, je viens d'appeler le procureur, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu devrais sortir d'ici 2 semaines à peu près. Give me 2 weeks, you'll be going home. Now here's okay. I went back to the phone, called my mom. I was like, Mom, you ain't gonna believe remember I this. said 2 years? Le bonheur qu'il a ressenti à ce moment-là, c'était un truc de ouf. Mais surtout, là où il a été malin, c'est qu'il en a parlé à personne dans la prison. Parce que c'est un petit peu comme s'il avait le contact pour sortir les gens de prison et ça allait peut-être créer de la jalousie ou des soucis ou peut-être qu'il allait finir par rester en prison parce que tout le monde l'a su et que les gens doivent pas savoir que le système il est corrompu, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est dit voilà, je garde cette histoire pour moi tant que je ne suis pas dehors, je ne suis pas dehors. Mais finalement, les 2 semaines se sont écoulées et il a enfin pu sortir de cette prison. Et les Africains et les Arabes sont venus le saluer et l'accompagner à la sortie de la prison. Ce qu'il explique, c'est que lorsqu'il a été escorté jusqu'à l'aéroport, c'était comme si c'était un fugitif. Il y avait des policiers avec lui, il a traversé l'aéroport avec les policiers, il est arrivé jusqu'au checking, il a passé ses bagages. Et à partir du moment où ses bagages sont passés, les policiers lui ont tendu la main. « Monsieur, vous êtes libre ». Il leur a serré la main et il a traversé le checking. Et à partir de là, rien ne pouvait plus lui arriver. Il était libre, il était de l'autre côté, il était sur le point de prendre son avion pour se casser. Le nombre de jours qu'il a passé dans cette prison était de 56 jours. Ça peut paraître peu comme ça, mais lorsque tu ne sais pas combien de temps tu vas rester, que tu ne comprends pas la langue et que la culture est radicalement opposée à la tienne, c'est suffisant pour te rendre fou. Après avoir traversé le checking, la première chose qu'il a faite, ça a été de s'acheter un téléphone, des écouteurs. Ça faisait plus d'1 mois qu'il n'avait pas écouté de musique. C'est un DJ, ça rend ouf. Il s'est acheté une glace, un cookie. Et là, il s'est dit, waouh, le goût de la liberté, ça n'a pas de prix. Donc voilà l'histoire de DJ Esco et de ses 56 nuits passées dans la prison de Dubaï. Cette expérience l'a tellement marqué qu'il en a fait une série de projets que je vous invite à aller écouter. Il a sorti le projet il y a quelques années qui s'appelle 56 Nights. Il a sorti en 2018 Color Blind qui fait référence justement à comment les prisonniers le percevaient dans la prison à Dubaï. Et donc cette année, il a sorti un projet qui s'appelle 56 Birds, qui fait toujours référence à ces 56 jours. C'est devenu un petit peu sa marque. Il met un lien dans la description. Et ce qu'on va faire désormais, c'est que lorsque je parle d'un artiste, d'un producteur, qui que ce soit, je vais vous demander d'aller sur Instagram et de spammer l'artiste en question. Vous savez pas ce qui peut se passer. Il y a des choses complètement folles qui peuvent se créer comme ça. Et donc, je vais vous demander d'aller sur le compte Instagram de DJ Esco et de commenter Iconic Brought Me Here. Donc, je l'ai mis sur l'écran, c'est aussi dans la description. Vous mettez ça sur sa dernière photo, vous lui montrez la vidéo, comme ça il sait qu'en France, on a parlé un petit peu de son histoire. Et je suis sûr qu'il y a des choses vraiment lourdes qui peuvent arriver comme ça. Et on verra ce qui va se passer. Je vous tiendrai au courant de comment les artistes réagissent. On fait ça là, mais on fera ça maintenant sur tous les LSD pour tous les artistes. Et aussi, n'oubliez pas, c'est le Black Friday sur Iconic Market. 50% sur tous les produits hoodie, t-shirt à manches longues, tout est à moins 50%. Le lien est dans la description avec le code promotion. Et moi, je te dis à vendredi. Là, je vais vous enchaîner 2 autres vidéos. Là, vous allez avoir beaucoup de contenu. Je compte sur vous pour tout mater. Il y aura un LSD vraiment avec une thématique assez particulière qui sortira vendredi. Activez vos cloches. Et dimanche, il y aura un autre LSD sponsorisé. Et là, j'aurai aussi besoin de votre force. Tout est dans la description. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à plus tard. Cheers!